Jean-Marc, bonsoir à tous. Merci d'être Bonsoir là. Anna. Je suis ravie à nouveau de partager ce moment avec toi et avec vous. À la maison, un moment à la maison, hein, toujours avec beaucoup de décontraction, d'authenticité et puis beaucoup de richesse. Je suis ravie que tu interviennes ce soir sur le sujet du tarot démystifié. Oui, Alors, qu'est-ce qu'on entend par tarot démystifié? Déjà, Jean-Marc, tu es enseignant en astrologie, en tarologie depuis plus de 20 ans. oui, Et tu vas nous partager ce soir tes connaissances, une partie de tes riches connaissances sur le thème du jeu du tarot pour nous permettre de démystifier en fait les croyances individuelles et collectives qu'on peut avoir, en tout cas moi que j'avais vraiment. Il devait y avoir une histoire karmique certainement avec peut-être, c'est ces possible. oracles. Oui, oui, oui. Sur ce jeu qui est divinatoire, mais ça n'enlève en rien son aspect divinatoire, mais qui peut être aussi interprété dans une lecture psychologique, en sortant en Totalement. fait, du Et cliché de Madame Irma, paix à son âme, mais du cliché des prédictions de voyance qui peuvent enfermer des personnes qui consultent, voire même les enfermer dans des dépendances, voire même les... Voilà, ça peut aller loin en fait dans les dépendances. c'est vrai, c'est Alors, vrai. et j'adore lever les voiles et revisiter en fait des espaces de croyances que je peux avoir, qu'on peut avoir, voilà. Et derrière en fait certaines croyances qu'on peut avoir, en fait, il se cache souvent, je trouve, un trésor. Et c'est ce que tu m'as partagé au travers de tes connaissances quand on Mm. a parlé tous les deux, cette connaissance du tarot que tu as, qui a aussi toute une empreinte en fait archétypale, c'est-à-dire une approche jungienne, et qui mène vers l'individualité. Et je pense que la crise de croyance que l'on vit en ce moment, enfin la crise qui est à mon sens une crise de croyance, nous invite à revisiter justement chacune de nos croyances, ou en tout cas pour partie, et de voir l'opportunité qui se cache derrière la connaissance qu'on va aller chercher derrière ce qui est caché. Et ces connaissances-là nous amènent vers plus d'individualité, donc plus d'autonomie, que ce soit une autonomie de pensée, une autonomie émotionnelle, une autonomie pour maîtriser sa vie et ne plus laisser l'autre finalement prendre les clés de notre véhicule, les clés de notre vie. C'est ce que tu vas nous partager ce soir et je t'en remercie par avance. Le déroulement en fait de la conférence, j'aimerais bien que tu nous parles déjà en fait de l'origine du tarot. Et puis je sais que tu utilises en fait le tarot d'Oswald, donc la différence en fait entre le tarot de Marseille et puis le tarot d'Oswald. Ensuite, tu aborderas aussi la définition de qu'est-ce qu'une arcane, Oui, qui tu nous présenteras, non pas, tu ne vas pas nous faire l'enseignement que tu fais en un an et qui est vraiment très très intense, mais tu nous présenteras en fait ce que sont les archétypes à travers les arcanes, oui. et puis aussi avec une notion de code couleur, Mm. que tu nous montreras aussi illustré derrière le magnifique mandala que tu as réalisé par Jérôme. Et puis, merci aussi. Après, tu nous feras un tirage collectif. Donc, en plus, ça nous parlera vraiment parce qu'on adore qu'on nous parle de nous, forcément. Et ça viendra en résonance, même si c'est un tirage collectif. Chacun, en fait, il trouvera certainement des clés utiles de compréhension et ça nous permettra d'acquérir ou d'avoir une meilleure intégration de ces connaissances nouvelles que tu vas nous transmettre. Et puis Absolument. à la fin je vous inviterai, même si vous pouvez effectivement poser vos questions dans le chat au fur et à mesure, mais si vous vouliez bien, ça sera vraiment à la fin, notez vos questions et comme ça, on reprendra et Jean-Marc y répondra bien volontiers. Avec grand plaisir. Ok, allez, super, c'est parti alors. Alors, on peut se demander déjà ce que c'est que le tarot au départ. Hein. Est-ce un livre? Est-ce un jeu de cartes? Ses origines, on les date au départ du XVe siècle. Hein. Les premières traces du tarot telles qu'on les connaît datent du XVe siècle. Hein. En Italie, c'est les moines qui avaient le secret des enluminures et qui ont ramené ces imageries jusqu'à nos jours. Néanmoins, ce tarot, il prend des origines bien plus lointaines, puisque certains l'associent au grand livre de Thoth. Thoth, Thoth en Égypte, hein, le dieu Thoth, celui qui était le messager des dieux et qui faisait le lien donc entre les vivants et les dieux. Au moment de la mort, il y avait ce passage. Donc, Thoth, Torah, on peut déjà écouter les sons. Thoth, Tarot, Torah, Rota. On peut le décliner et comprendre que ces origines, elles vont s'imprimer bien
en amont de ce qui était au départ ce 15e siècle qui nous a permis de le ramener jusqu'à nos jours. Hein. Alors, on peut penser donc à Thoth, effectivement, pour le tarot. Donc, les origines seraient égyptiennes, une somme de connaissances qui ont été dessinées, qui ont été enfermées dans des images, et les images sont symboliques, évidemment. Elles vont parler, évidemment, au-delà des mots, puisque c'est le pouvoir des images. Hein. La symbolique nous permet à la fois d'y trouver quelque chose qui va être personnel, mais en même temps collectif, puisque l'image va parler à l'inconscient collectif. Alors, ce tarot, dans ses origines, donc, il est arrivé à nous par le biais des moines, par le biais des enlumineurs, et souvent sous la forme du tarot de Marseille. C'est celui qu'on connaît en priorité. Or, ce tarot de Marseille, chaque fois qu'il était redessiné par les enlumineurs, les moines, eh bien, chaque fois qu'il y avait parmi les symboles qui se trouvaient à l'intérieur, des choses qui ne correspondaient pas aux croyances religieuses catholiques, par exemple, hop, on le passait à la trappe. Il y avait quelque chose qui disparaissait de l'image lorsqu'elle était copiée. C'est pour ça que progressivement, en fait, ce tarot de Marseille a été tronqué d'une partie de sa symbolique. Alors, le tarot que j'utilise moi est le tarot d'Oswald Wirth. Donc, je peux vous parler un petit peu de ce monsieur qui a fait un travail de restitution aux lames du tarot et de les redessiner. Alors, on sait qu'il en existe évidemment des tarots, des milliers hein, différents. Dali en a fait un. Il y a des peintres qui se sont mis à cet exercice. Récemment, il y a eu un défilé de mode sur le thème du tarot aussi. C'est comme quoi ce jeu inspire énormément de gens au départ. Mais Oswald Wirth, lui, a fait, il était franc-maçon, hein, il travaillait, il était le secrétaire de Stanislas de Gaëta. Il travaillait donc pour une loge franc-maçonnique. Et les francs-maçons, parmi les exercices qui leur sont demandés, c'est un travail d'enquête, hein, souvent, et de restitution de certaines connaissances. Il a donc décidé de redessiner ce tarot en lui restituant les symboles qui avaient disparu en cours de route. Il l'a enrichi aussi. Il l'a enrichi en faisant un parallèle avec les 22 séphirotes de la Kabbale. Et il y a 22 donc séphirotes de la Kabbale, comme il y a 22 arcanes du tarot. Donc c'était intéressant déjà d'avoir fait ce travail de mise en corrélation entre les signes kabbalistiques, les séphirotes kabbalistiques et les arcanes du tarot, qui finalement lorsqu'on les comprend, les analyse ou qu'on les décortique, ont exactement la même symbolique. Alors, on peut se dire que les origines du tarot, finalement, elles sont un peu mystérieuses. Il a dû être retravaillé en permanence. Mais c'est important de comprendre que ce tarot est avant tout, en fait, une somme de connaissances. Alors, une somme de connaissances codées au départ, à la fois codées sous forme d'imagerie, et en même temps préhensibles par même des enfants ou des illettrés. À l'instar de ce qu'on trouvait dans les églises, quand on voulait parler aux gens de la Bible ou des évangiles ou du Christ, souvent on dessinait simplement. Et bien là, pour parler de philosophie ou de certaines connaissances, on les a cryptées à travers un dessin. Peut-être qu'on a perdu au départ cette connaissance-là de ces dessins, de ces symboles qui étaient là et de leur véritable sens. C'est l'évolution peut-être de la société qui a fait cet oubli. Néanmoins, moi qui travaille aussi avec par exemple des psychologues, notamment des pédopsychiatres, les enfants sont par exemple très réceptifs au tarot. Vous leur montrez ces images-là, ils n'ont aucune connaissance, et immédiatement ils seront capables d'aller, en décrivant la lame, expliquer un état dans lequel ils sont, en fait. Voilà en quoi ces lames ont cette possibilité. Alors, c'est intéressant de comprendre aussi le mot. Le mot qui est associé à ces lames, c'est arcane. Un arcane. Un arcane. Arcanus, en latin, veut dire coffre. Et qu'est-ce qu'on trouve généralement dans un coffre? Un trésor. Voilà, alors il y a à la fois le trésor et il y a à la fois la clé du coffre suivant. Donc, elles sont numérotées, ces arcanes, hein, elles sont au nombre de 22 majeurs et de 56 mineurs.
Alors, les mineurs, elles, ressemblent d'ailleurs au jeu de tarot qu'on connaît quand on veut jouer aux cartes. Hein, on va trouver voilà, des choses qui ressemblent à ça. Dans les 4 éléments qui sont décrits avec les arcanes mineurs, on va trouver aussi des références à des jeux espagnols. On a les bâtons, on a les coupes, les deniers, et ça fait référence à un jeu de cartes qui existe en Espagne. Alors, je pense que c'est un jeu de bataille ou quelque chose comme ça. Néanmoins, arcane voulant dire coffre, secret, on a l'idée d'aller déjà y trouver quelque chose d'important. On ne mettrait pas sous coffre quelque chose qui serait pas important. Et l'idée d'ouvrir un coffre, c'est symboliquement aussi d'aller débloquer quelque chose qui était resté peut-être fermé pendant un temps. Donc on nous parle déjà avec ce tarot, au départ, de psychologie, tout simplement. Donc les 22 arcanes majeurs du tarot sont 22 archétypes. Et là, Jung, évidemment, a fait un travail fantastique de recherche sur aussi ces 22 archétypes, qui sont 22 états de conscience, 22 archétypes de personnalité ou psychologiquement d'état dans lequel nous pourrions être. Donc finalement, vous voyez qu'on est un peu loin de l'aspect divinatoire. Il n'y a pas quelque chose d'aussi mystérieux ou magique qu'on voudrait le dire. Elles sont magiques, bien sûr, ça je ne dirai jamais le contraire. Mais leur magie consiste en ce mécanisme de synchronicité. Et ça, c'est Jung qui l'a mis en évidence, hein, cette histoire de synchronicité. C'est-à-dire que ce que les symboles renferment à l'intérieur du tarot vont être capables, lorsque notre inconscient est prêt à les recevoir, à aller regarder uniquement une chose à l'intérieur qui va nous parler personnellement. L'image, elle, décrit une scène, décrit quelque chose qui parle à l'inconscient collectif. Mais en même temps, nous, au moment où nous sommes prêts à débloquer quelque chose, alors ce qu'on va pouvoir prendre de chacune des lames va d'un coup nous débloquer et nous parler, ramener au conscient quelque chose qui était inconscient. En fait, ces lames du tarot, et c'est ce que Jung a beaucoup mis en évidence, elles sont comme un miroir. Elles vont fonctionner par miroir. Voilà. C'est-à-dire qu'elles nous renvoient quelque chose de nous, en fait, au moment où on les a devant nous. Donc, on les appelle les miroirs de l'âme. D'ailleurs, on dit une lame du tarot. L'âme, L' aussi peut-être. Donc, les lames parlent à notre âme, où les arcanes, les secrets sont dévoilés et viennent au conscient. Donc, derrière ce livre, parce que moi je le considère vraiment comme un bouquin, en fait. Alors, c'est un bouquin sans les mots, ou avec tous les mots que vous voulez. Tous ceux que vous pourrez énoncer à la vision de ces cartes sont justes, toujours. Alors évidemment, dans l'enseignement que je propose, on va les identifier, ces symboles, on va les décoder, puisqu'il y a quand même quelque chose qui est un peu codé dans les lames. Elles nous parlent, bien sûr, mais quand on apprend à regarder un peu plus intensément la lame et ce qui est contenu et la scène qui est décrite à l'intérieur, alors on comprend encore mieux le message qui nous est livré. En ça, il n'y a rien de magique parce que chacune des lames ou des arcanes va toujours nous renvoyer à notre libre arbitre. Alors en ça, voilà, on est loin d'un tarot, de celui de Madame Irma dont tu parlais, et qui imposerait quelque chose qui est en dehors de nous, c'est-à-dire une sorte de fatalité qui serait là, déterminée une fois pour toutes, dans le futur, X. Ces lames ne sont pas faites pour ça. Bien sûr qu'elles vont pouvoir, à partir d'une situation donnée, ou d'un état psychologique dans lequel nous sommes, pouvoir nous indiquer les moyens de nous reconnecter à notre inconscient, de pouvoir choisir en conscience certaines choses, de pouvoir être plus autonome et aller vers ce principe d'individuation qu'a mis en évidence Jung. En fait, Il y a toute la subtilité, en fait, entre ce qui, à mon sens, fut un temps, mais n'a plus de place, en tout cas dans l'ère qui arrive, c'est fut un temps de voyance, où là, en fin de compte, même s'il y a des voyances, des médiums, etc., enfin, voilà, toi et moi en plus,
a certaines capacités, donc Bien sûr, je ne mets pas en doute la capacité des on lecteurs. peut mettre en synchro avec la personne, mais entre faire une lecture où la personne elle-même, même avec toute sa bonne volonté et son ouverture du cœur, elle se place quand même par rapport à sa psyché, sa lecture, donc elle enferme quelque part l'autre, d'autant plus si l'autre personne, même elle va émettre en fait peut-être une guidance qui sera perçue et interprétée suivant l'état émotionnel. Et si la personne est complètement, on va dire, dans son rôle de victime ou autre, ça ne va pas lui donner les clés, en tout cas, pour pouvoir se libérer. C'est une question aussi d'interprétation entre le consultant et le consulté. Absolument. C'est pour ça que le rôle du consultant, enfin de celui qui va officier en tout cas et qui va tenter la guidance, est aussi important que celui d'un thérapeute ou d'un psychothérapeute. Et comme tout psychothérapeute, il faudrait avoir fait d'abord une thérapie. On ne peut pas aller soigner les autres si nous, on n'est pas neutre, si on n'a pas résolu notre problématique. Sinon, il va se passer un transfert au moment où on va être dans la consultation. Donc, c'est pour ça que Jung explique bien que l'étude de ce tarot permet déjà de faire ce travail sur soi, de reconnexion à son propre inconscient, pour aller finalement explorer les parts d'ombre, aller déverrouiller des choses, comprendre au travers du parcours initiatique. C'est un parcours initiatique en fait, hein. C'est un bouquin qui est en 22 étapes, et ces 22 étapes nous proposent de réexaminer le sens de notre vie en partant du début, c'est-à-dire de l'enfance, du tout début, de notre naissance même, et d'aller essayer de comprendre, de réapprendre un nouveau sens en fait de la vie. Ça nous modifie, étudier le tarot modifie les gens. Je le vois dans mes cours, j'enseigne donc ce tarot depuis pas mal d'années, et je constitue chaque année des groupes, qui sont de 6, 7 personnes, ça va dépendre, et au fil de l'étude de ces lames, parce que j'insiste beaucoup sur l'aspect psychologique des lames, on va les décoder dans leur aspect psychologique, on va essayer de comprendre tout ce qui est codé aussi de façon philosophique dans la lame, et finalement quand on va aborder l'aspect divinatoire, il est totalement anecdotique. Il y a quelque chose qui... les gens finissent par comprendre que l'outil n'a pas été fait pour ça au départ. Il a cette possibilité-là parce que il crée cette connexion entre notre inconscient et notre conscient. Par effet de synchronicité, il y a des mots-clés qui vont parler de toute façon à l'autre. Mais la personne qui va être celui qui guide, en tout cas, doit être dans cette neutralité totale et toujours rendre à l'autre son libre arbitre. Et en fait, moi souvent, quand j'ai des gens en consultation, bien sûr, hein, donc je fais essentiellement de ce tarot un outil de psychologie avec les gens. Je réponds pas ils repartent pas avec des certitudes, ils repartent avec des questions, mais des questions en conscience. Et ça change totalement la donne, c'est-à-dire que le jeu aura permis, les cartes auront permis de mettre en évidence d'abord une situation, de ramener au conscient quelque chose qui est leur état présent, au moment où on est. Et de ce présent, on va pouvoir expliquer qu'est-ce qui peut en découler comme possibilité, quels sont les possibles à partir de ce présent. D'avoir simplement ramené au conscient de l'autre les possibles, on a toujours toutes les réponses en nous. L'autre part avec ses certitudes. Mais ces certitudes, ce sont les siennes, c'est pas les miennes. C'est en aucun cas un outil qui permet de prendre le pouvoir sur l'autre. Et lorsque les gens l'utilisent de cette façon, c'est dangereux en fait. C'est dangereux parce qu'on crée des addictions, on va créer une sorte de contrôle qu'on aura sur l'autre, l'autre va s'en remettre à nous, mais il ne sera plus dans ce principe d'individuation, il sera plus finalement aux commandes de sa vie. Or, tout l'objet de ce tarot, les 22 arcanes, nous conduisent à comprendre que nous avons toujours entre les mains notre destinée et que nous avons le choix permanent de tout. Les gens qui disent « je n'ai pas le choix », c'est une erreur. Alors, Jung, il parle de ça, il parle de ce problème du choix.
C'est un des archétypes lorsqu'on est, comme on dit, le cul entre deux chaises. Voilà. Ce cul entre deux chaises, c'est le principe même de la vie des hommes. On nous a donné le libre arbitre, on doit faire de notre vie quelque chose, à nous de faire de l'or de cette vie-là, c'est le principe alchimique, hein, de transformer nous-mêmes notre vie en or, mais ça passe par des choix permanents. Et c'est vrai que choisir, on a toujours l'impression que on peut se tromper. Or, la vie et le tarot, quand on l'étudie, il explique qu'il n'y a pas d'erreur possible. Aucun choix n'est une erreur, car tout nous apprend tout le temps quelque chose. Quelquefois, quand on ne veut pas choisir ou quand on reste dans cette indécision de façon psychologique, c'est que c'est pas qu'on a peur de choisir, c'est que derrière le choix, il y a aussi un renoncement. Toujours. Quand il y a deux possibilités, si j'en choisis une, je renonce à l'autre. Et nous, la problématique, elle est souvent là dans la psychologie. On voudrait garder tout. Et bien là encore, le tarot nous explique que, alors c'est l'objet de chacune des lames, hein, il nous y amène progressivement vers ce parcours initiatique, de comprendre que finalement, nous ne possédons rien, nous n'emportons rien, et que la seule chose avec laquelle nous devons faire connaissance, c'est nous. Parce que c'est avec nous-mêmes que nous passons le plus clair de notre vie et que c'est nous qui sommes aux commandes en fait de cette vie-là. Nous sommes l'acteur, le héros principal de notre vie. Et en fait, les lames ont ce pouvoir, quand on les étudie, de nous réexpliquer ce phénomène. Nos sociétés nous ont conditionnés dans beaucoup de dépendances à plein de choses, en fait. On a été peut-être un peu à l'encontre de ce principe d'individuation. Et ce tarot nous réexplique à quel point nous sommes là pour tout le temps de notre vie est un lent lâcher-prise. On doit abandonner, mais pour abandonner, il faut expérimenter. Donc, il y a un double phénomène qui est expliqué par les lames. J'expérimente et je peux dépasser l'expérience en abandonnant et en continuant la route. J'expérimente à nouveau et le but est d'évoluer. Alors, on a parlé par exemple de la Torah. Alors oui, on pourrait penser que c'est un livre sacré aussi, hein, ce tarot. Les 22 arcanes sont comme un livre. Mais on a dit le mot rota aussi. Parce que les choses vont évoluer comme un cycle en rond. La rota, c'est le rond, hein, en espagnol. Hein, on parle de rota, rond. Eh bien, parce que le parcours initiatique, eh bien, il évolue au gré des 22 lames. Et lorsqu'on arrive à la 22e arcane du tarot, qui est quand même celle qui nous propose d'être enfin un sage, le dernier message nous explique que tout reste à faire maintenant. Alors, au moment où on croit que c'est fini, eh bien non, on refait un tour de piste avec un niveau de conscience supérieur, tout simplement. Donc, notre vie est un éternel recommencement, on évolue en spirale, hein, dans quelque chose qui nous emmène de plus en plus haut, et c'est important de comprendre que ces archétypes sont là pour nous réexpliquer ce sens de la vie. Donc, voilà pourquoi il est capable de parler au niveau psychologique. C'est qu'on va aborder des choses très simples, on va aborder le potentiel de chacun. Voilà. La première lame, pour donner un peu des exemples, hein, si tu veux. Est-ce que tu peux nous illustrer par avant de faire le tirage, voilà, prendre quelques… Bien sûr, on va énumérer les lames, on part du battleur. Voilà, je vais simplement expliquer comment moi je procède quand on démarre un cours en début du mois de septembre. On va faire un travail sur 9 mois avec les gens. Donc, on commence souvent par la première lame. Donc, et celle, je parle d'abord d'autre chose. Hein, je présente évidemment les origines du tarot comme on le fait là. Et ensuite, on commence à parler de cette première lame qui est le battleur. Je crois que toi, tu as en plus une approche en plus particulière puisque à la fois tu es enseignant en astrologie et en tarologie. Tu vas à la fois en fait faire des tirages, proposer en fait une initiation, en tout cas une lecture en fait du tarot qui va suivre donc l'apprentissage des lames, mais avec une vision astrologique. C'est ça ? Complètement. C'est-à-dire qu'en fait le tirage que j'enseigne, parce que bon, il y a l'étude des lames proprement dite, et puis il y a ensuite une mise en application dans un tirage, bien sûr. Et ce tirage, c'est le grand jeu, ça s'appelle, ou la roue astrologique. On l'appelle de deux manières différentes. Donc, elle fait appel à des connaissances aussi astrologiques,
Il faut connaître les 12 maisons astrales, mais les lames ont aussi un lien avec l'astrologie et elles ont un lien aussi avec la numérologie. En fait, rien n'est séparé. C'est pour ça que je dis ce bouquin, le tarot, est un condensé de connaissances, mais hallucinantes. C'est-à-dire que tout a été synthétisé à l'intérieur d'une seule image. Si je prends par exemple celle-ci, qui est donc le battleur. Hein. Alors, moi je fais ce travail-là, on va prendre le battleur. Bon, ben, le battleur. Un petit peu plus pour ce. Tu veux que je la mette à quel niveau? Ah non, voilà, c'est bon parce qu'après, si tu. Okay. Là, c'est bon? Alors, ce battleur, déjà, lorsque on va parler du battleur, on va écouter le mot, le bas-te-leur. Ici-bas, tout n'est qu'un leurre. Donc déjà, dans le mot, parce que moi j'utilise, je recoupe mes connaissances, Jérôme est donc spécialiste en langage des oiseaux, donc je me sers de ce que j'entends ou j'apprends aussi. Le battleur, ici-bas, tout n'est qu'un leurre. On nous dit dès le début, attention, le parcours que vous allez faire va faire appel à, dans cette vie-là en tout cas, ce que vous devez déjà comprendre, que tout n'est qu'illusion, vous ne garderez rien. Le matériel n'est qu'une illusion. Alors les gens qui s'intéressent à la physique quantique ou à d'autres choses comprennent ce que je veux dire. Hein. On est dans un monde matérialisé mais qui est illusoire. Cet écran, cette table, elle disparaît si la vibration des molécules qui la composent change. Pout, ça disparaît. Donc c'est un taux vibratoire qui crée la matérialité. Et le battleur, il explique déjà que ici-bas, tout n'est qu'un leurre. C'est le chiffre 1. Le chiffre 1 en numérologie, c'est le commencement, c'est le début de toute chose, c'est l'élan vital. En astrologie, le premier signe du zodiaque, c'est le bélier. Le bélier qui signe le printemps, le début de la vie. Le bélier est associé à Mars. Cette carte sera associée à Mars. Mars qui est le feu premier. Donc, on parle de la vie qui se crée dans cette carte. Donc, on parle de nous quand on arrive au début. Et qu'est-ce qu'on nous montre? Alors, on nous montre un jeune homme, mais ça pourrait être une jeune fille. Hein. Il est un peu ni garçon ni fille. Hein. Bon, on ne sait pas trop. On nous montre un 8, là-haut, le symbole du lémiscate. On nous dit que tout est infini, toujours. Tout revient. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est déjà dit par ce lémiscate. On voit un jeune homme qui est à une table. Cette table, c'est la table de l'alchimiste. Elle n'a que 3 pieds. Pour les 3 éléments qui composent, voilà, c'est le mercure, je crois. Alors, je ne les connais pas par cœur parce que l'alchimie, c'est pas trop mon truc. C'est le mercure, l'argent et le sel, je crois, ou le plomb. En tout cas, c'est la table de l'alchimiste. Et on va y voir déposer sur cette table 3 éléments. 3 éléments, un qui est le denier. Le denier, c'est le premier élément qu'on voit ici, hein. Ce denier, il est associé en fait à l'élément feu. On voit une épée, on voit une coupe et on voit un bâton qui est brandi. Et ces outils, puisque ce sont des outils, alors de temps en temps la carte elle disparaît, c'est à cause du fond d'écran. Ces outils, en fait, nous expliquent que lorsque nous arrivons dans cette vie, nous avons exactement les outils qu'il nous faut pour faire l'expérience. La vie nous permet d'avoir les bons outils. On a 4 éléments qui sont l'eau, l'air, la terre et le feu à notre disposition. Et nous allons devoir nous servir de ces 4 éléments, apprendre à s'en servir, car le battleur est un apprenti, et nous on fait bien l'apprentissage de la vie, hein. Quand on arrive, on est bébé, on est d'abord dépendant, mais en même temps, on a déjà tout en nous, c'est ce qui est dit, on a tous les outils qu'il faut pour faire le parcours. Alors ça va très loin parce que ce que j'explique dans les cours, c'est que on a toujours tous les outils, même quand les outils ne sont pas identiques à ceux des autres, et au contraire. Et c'est là où finalement les choses sont un peu tronquées dans nos façons d'éduquer nos enfants. C'est que dès le début, on va nous dire en quoi nous devons être bons. On va nous dire il faut être bon en maths.
il faut être, je ne sais pas, comme les autres. Au lieu de nous permettre de découvrir nos outils qui sont propres, et on le dit, hein, tu as les outils exactement pour faire ton parcours. On va essayer d'apprendre les outils que les autres ont décidés pour nous. Or, on devrait essayer de développer d'abord le potentiel de nos enfants, de comprendre en quoi ils sont uniques, en quoi ils ont une spécificité, et essayer de les aider à développer cette spécificité. Alors, ça va loin au sens où je dis quelqu'un qui naît avec, je ne sais pas, une malformation, un bras en moins ou sourd. Il a néanmoins exactement les outils qu'il lui faut pour son parcours à lui. Alors, c'est là où ça va pas, c'est que nous, on voit tout de suite un handicap, on voit quelque chose qui est différent. Cette lame, elle nous fait parler de ça aussi. Elle est en même temps une lame de commencement, d'énergie première. Chaque fois que nous serons dans quelque chose qui démarre, nous serons de nouveau le battleur. Donc, en ça, elle est un archétype psychologique, puisque chaque fois que nous sommes au début de quelque chose, nous sommes de nouveau dans cette énergie. Peur de ne pas savoir, pressé de comprendre ou de faire, avec voilà une énergie qui est des fois un peu difficile à canaliser. C'est l'élan du début. On va devoir apprendre à canaliser aussi certaines choses. Hein. Cette lame nous explique donc que la première lame, elle nous donne l'énergie pour commencer le parcours. Elle nous dit, ici-bas, tout n'est qu'un leurre. Elle nous dit, les outils qui sont à ta disposition sont exactement ceux dont tu as besoin. C'est juste que pour l'instant, tu ne sais pas t'en servir. Donc, tu vas devoir faire l'apprentissage. On est là pour apprendre. Voilà ce qui nous est dit aussi depuis le début. Apprendre à faire connaissance avec nous, d'abord. C'est le premier truc. Hein. Or, souvent, en psychologie, c'est ce qu'on fait finalement avec d'autres outils. On va nous ramener à nous. On va nous déculpabiliser quand on travaille en thérapie conventionnelle. On va faire en sorte qu'on revienne vers l'amour de nous-mêmes. En se déculpabilisant, en sachant poser les valises, en étant de nouveau en lien avec son soi. C'est qu'à ce prix-là qu'on peut s'individuer. C'est en faisant cette connaissance. Souvent, en début d'année, je dis aux élèves, cette lame vous explique que vous êtes un. Vous êtes aussi seul. C'est-à-dire que pour être bien avec les autres, il faut d'abord être seul avec soi. On naît, on vit et on meurt seul. Et je rajoute toujours, c'est pas triste. Parce que c'est bien de faire ce parcours avec soi. Et on va le faire avec les autres à côté, mais avec soi. Alors que si, voilà, on n'a pas cette capacité d'individuation, et le tarot nous l'enseigne, il nous aide à acquérir les connaissances suffisantes pour comprendre les mécanismes, eh bien malheureusement, on sera toujours dépendant, codépendant, pas à la place qu'on souhaiterait. La vie nous ballottera, nous emmènera tantôt à droite, tantôt à gauche. Il y a une lame qui en parle exactement. C'est la 10e lame du tarot, qui est la roue de fortune. Alors, je vais vous en parler. Dans ça, en fait, dans ce chemin d'initié, dans ce parcours un peu à l'image de l'escargot, hein, voilà. Oui. Tu disais justement, une fois qu'on est en haut de l'escalier, en fait, finalement, ça recommence. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait comme comment dire, une intensification de la connaissance, ou en tout cas de la difficulté d'apprentissage ou de compréhension de la lame. Oui. Parfois, ça peut être difficile et confrontant. Tu vois, nous, on parle parce qu'on a fait tout ce chemin et qu'on, voilà, à présent, on accompagne et on continue pour nous-mêmes. Mais ne serait-ce que de faire la différence entre le moi et le soi, parler de l'âme, entre la compréhension, l'écoute, la compréhension, l'intégration et la mise en pratique, il y a tout ce cheminement d'initié. Bien sûr. Et c'est pour ça que les lames ont une progression. C'est que elles parlent pas d'autant de choses dès le début. Là c'est un condensé en très peu de temps. Mais chaque lame te prépare à la suivante. La première t'explique qu'ici-bas tout n'est qu'un leurre et qu'il y a une énergie première qui doit être celle de la vie, mais qu'attention, il faut la canaliser. Il va falloir apprendre à être voilà, de se servir des outils. Et puis tu bascules sur la 2e lame, qui est celle de la papesse. Et la papesse a plusieurs significations. Cette papesse, on peut entendre, c'est pas peu ça. Papesse ça. C'est pas peu ça. Ce qui va se passer, c'est pas rien.
C'est quelque chose d'important. Et ça va se passer dans la matérialité, dans la matière. Donc la papesse, elle accouche de l'enfant qui est à naître. Il y a l'énergie première qui crée la vie, et puis il y a ensuite l'accouchement. Alors nous, on arrive dans la matière, voilà. Et dès le début, dans cette papesse, elle est associée en astrologie à la maison 2, la maison qui est en lien avec l'argent, la notion d'argent. Argent, travail, à la sueur de son front. Eh bien, on nous dit, eh ben, ta vie va être un labeur, un travail peut-être de connaissance de toi, un travail. Tu vas devoir mériter ce qui se passe dans cette matérialité. Ça passe par une sorte de travail, mais derrière le travail, nous, on y met toujours quelque chose de négatif. Mais si tu te sers de tes vraies capacités pour ton travail, alors tous les matins, tu te lèves heureux d'y aller. C'est la différence. C'est que si je découvre à quoi me servent mes outils au début, alors aller gagner ma vie grâce à ces outils, ça va être génial. Parce que c'est mes outils à moi, donc ils sont pas les mêmes que toi. Donc voilà, si moi je suis doué, je sais pas, pour chanter, alors tous les jours, si de ça, parce que on m'a permis de me servir de ma capacité, je peux aller chanter tous les jours pour gagner ma vie, mais quelle joie! Et c'est ça l'explication. Alors on y va progressivement, évidemment. Et là, je voulais te parler simplement de la lame de 10, hein, qui est la roue de fortune. Et cette roue de fortune, elle explique bien aussi quelque chose. Alors, elle explique que le travail se fait en cercle et que un coup on est en haut, un coup on est en bas, mais que c'est la loi des choses aussi. Hein. Tu es à un moment donné en haut de quelque chose et pour poursuivre, il faut céder la place à quelqu'un d'autre qui sera en haut à un moment donné aussi. C'est l'idée d'impermanence. Lorsqu'on arrive à concevoir que la vie est impermanente dans cette matérialité, qu'il y a un début et qu'il y a une fin à cette matérialité telle qu'on est incarné au moment où on est incarné. Après, on revient, nous, on le sait. Mais c'est important de comprendre que tu peux pas, par exemple, rester au sommet, je sais pas, d'une entreprise toute ta vie. Il y a un moment donné où tu prendras ta retraite. Deux options. Ou tu attends que le jeune loup qui débarque te pousse du coude et dise dehors le vieux, ou au contraire, tu as compris l'impermanence des choses et que c'est chacun son tour, et au moment où il arrive, tu le formes, tu transmets le flambeau et tu t'en vas vers une nouvelle aventure. C'est de la psychologie. Donc, si quelqu'un vient me voir en consultation et que par synchronicité, il a besoin de cette lame, c'est lui d'ailleurs qui va la tirer, cette lame, son inconscient va savoir où aller la prendre, je vais simplement expliquer cet état. Et probablement, et ça tombe souvent par synchronicité juste, la personne est en train de vivre un changement dans sa vie qui pour l'instant est compliqué parce que l'impermanence des choses, elle a du mal à la vivre. Donc je vais lui expliquer le contenu de la lame, je vais ramener au conscient le message de ces lames, qui est un message philosophique et psychologique, et la personne partira avec cette conscience des choses, et que, au contraire, céder la place permet d'en trouver une nouvelle, et de repartir comme le battleur, avec l'allant de découvrir la nouveauté de quelque chose derrière. C'est à la fois du bon sens, c'est à la fois de la psychologie, c'est à la fois quelque chose qui est loin de la divination médiumnique. Je dis toujours, hein, je ne suis pas un médium, je me sers des lames autrement. Bien sûr que si quelqu'un était médium, et se servait en plus de la connaissance de ces outils-là, mais surtout pas en voulant prendre le pouvoir, alors il aurait un atout supplémentaire pour pouvoir s'en servir. Mais souvent, malheureusement, je rencontre des gens qui viennent me voir et qui me disent oh ben non, je suis allé voir un tel, elle m'a dit que mon mari allait me quitter. Ah bon? Mais comment elle a pu vous dire ça? Comment elle le sait, en fait? Là, ça met en lien deux personnes. Alors, un médium, peut-être, il a des infos que moi, j'ai pas. Mais si c'est servi uniquement du tarot pour vous dire ça, alors le tarot peut pas dire ça comme ça. Il le dira pas de cette façon. Ouais. Et c'est en ça où c'est interpellant, et moi, c'est ce que j'aimerais partager à travers ta connaissance, c'est que les personnes vont si facilement, j'ai le cas en séance, des personnes soit qui ont justement, qui sont à bout, mais qui ont épuisé tous les médiums et qui ont interprété certainement aussi à leur manière. Ça ne veut pas dire que les médiums ne sont pas. Voilà. Et quand je dis médiums, plutôt les voyants. Et il y a des plateformes, etc. Donc
on va dans des abus, là C'est encore. très, très dangereux, je pense. C'est très, très À dangereux. l'autre. C'est très dangereux. Et Parce ça que, demande des spirales, du coup, c'est plus une spirale ascendante, c'est une spirale descendante. Et inversement, j'ai aussi des personnes dont c'est le métier, et qui sentent que, karmiquement, en fait, enfin, ils ne sentent pas que karmiquement, ça s'explique karmiquement, c'est qu'à force de jouer avec des outils sans avoir fait son propre nettoyage, et bien finalement, on utilise des rigors qui ne sont pas justes, oui. ni pour la personne elle-même, dont c'est le métier, même si elle veut bien faire, et à un moment donné, ça pète, tu vois. Alors, tu vois, c'est important ce que tu dis, parce que, et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi l'enseignement aussi. C'est-à-dire que, en le transmettant, je le réapprends. Et je réapprends ce parcours initiatique en permanence pour être sûr de ne jamais voilà, en faire autre chose que ce qui a été énoncé tel que moi, en tout cas, je l'ai reçu. Ce tarot, il permet une connaissance de soi. Moi, voilà comment je le vois d'abord. Et on le sait, hein, cet adage, connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l'univers, disait Socrate. Hein. Et souvent, poser les questions, ça aide à solutionner. On a toujours les solutions en nous. Simplement, quelquefois, notre inconscient a fait barrage même à la question. C'est-à-dire que on n'est même plus capable de poser la question dans le bon ordre. Eh bien, les lames ont cette capacité à nous permettre de recréer cette connexion. Alors, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui a les connaissances. Mais moi, qu'est-ce que je fais lorsque je vais faire une consultation? C'est que je vais d'abord parler du présent. Il n'y a pas de futur sans un présent. C'est les choix en plus du présent qui vont conditionner les futurs possibles. Donc, je réexplique à la personne, je mets des mots sur sa situation actuelle, je mets en mots, et souvent en mots-clés, parce que les lames permettent aussi ça, et puis quelquefois en images, parce que je montre aux gens les cartes, parce que au-delà de mes connaissances et de mes mots, elles ont ce pouvoir de frapper l'inconscient. Donc, si je leur montre, ils vont recevoir malgré tout, vibratoirement, des choses. Elles parlent à l'inconscient collectif. Quand tu montres une lame qui s'appelle le diable, eh bien, évidemment que les gens ont tous dans l'inconscient collectif une idée du diable. Voilà. Après, quand j'explique cette lame, quand je commence à dire eh bien, aux gens que le diable est juste une dualité, qu'elle n'est que mentale. Déjà, je ne parle pas de religion, tu vois. Je dis, le diable parle de vos dualités. Il parle des ténèbres dans lesquelles vous êtes, dans quelque chose qui est sombre pour l'instant, vous n'y voyez pas clair. Il y a quelque chose qui vous fige, et c'est mental. C'est dans votre tête. Vous faites une fixation sur quelque chose. Pourquoi? Parce que le diable, c'est aussi Lucifer. Lucifer, le porteur de lumière. Donc c'est quand même important de l'entendre comme ça aussi, le diable. Hein. Il a plein de noms, mais c'est l'archange Lucifer, celui qui, symboliquement, de façon archétype, est censé porter la lumière dans les ténèbres. Bon, il explique qu'elle est toujours à disposition, cette lumière, puisque le personnage tient 2 torches. C'est la lame combien, celle-ci? C'est la 15. 15. Oui, donc, 15 qui en numérologie donne 6. Et 6 en numérologie, c'est aussi le choix. C'est l'harmonie, retrouver l'harmonie. Eh bien, on voit bien que si le diable parle de quelque chose qui est figé, coagulé, il a un tatouage qui dit « solve coagula ». Je dissous ce que tu as figé. Et pour ça, récupère la lumière que je porte. Donc, on voit 2 personnages qui sont attachés. Alors, on explique que c'est nos attachements, nos fixations, nos croyances à quelque chose qui créent l'enfer, enfermement. Enfer, enfermement. Voilà. Et le diable, c'est diabolos. Diabolos. C'est le bol, le Graal, divisé en 2. Ça veut dire que l'unité n'existe plus. Donc, tout est expliqué. Ça veut dire que si je raconte ça à la personne, je dis, ben, en fait, pour l'instant, vous vous prenez la tête parce que vous êtes obsessionnel sur quelque chose, et c'est ça pour l'instant qui vous permet pas d'avancer. Peut-être que si vous lâchez avec le mental, si vous abandonnez cette idée fixe ou cette croyance que vous avez que vous ne pouvez pas faire autrement, alors la situation se débloque. J'ai expliqué à la fois ce qui se passait,
j'ai expliqué que tant qu'elle reste dans cet état-là, psychologiquement, eh bien, il y a quelque chose qui ne peut pas se défaire, mais que par contre, elle peut à tout moment lâcher, couper les liens de la croyance qu'elle a à quelque chose. Et à ce moment-là, comme le propose l'archange Lucifer, elle récupère la lumière et elle dissout ce qui était figé. Mais je n'ai pas dit, c'est ça qui va se passer. J'ai dit, voilà, par rapport à votre situation, ce qui est proposé de là où vous avez deux options. Ou rester sur vos attachements qui créent cet enfer, rester dans le mental, qui est quelque chose qui va continuer à vous faire souffrir probablement, ou couper le lien, renoncer à vos croyances, sortir de l'idée fixe, et vous allez vous libérer. Et ça, on l'applique, si tu veux, en psychologie. Tu viens voir quelqu'un qui dit, je sais pas, je suis amoureuse de telle ou telle personne et ça me fait énormément souffrir, il me trompe, il me trahit, mais comment vous voulez, je peux pas le quitter, je l'aime trop. C'est une croyance. Vous pouvez pas le quitter, c'est une croyance. Le diable nous explique que c'est une croyance. Et c'est ce qui fait l'enfermement de la personne. Et puis, alors avec ou sans vous, elle fera ce travail-là à un moment donné, mais elle finira par quitter la personne qui l'a fait souffrir. Eh bien, c'est juste parce qu'elle a renoncé à cette croyance et qu'elle a juste coupé. Elle a décidé de se libérer elle-même. Alors, ce qui est fou dans cette carte, et c'est pour ça que l'observation est très importante. J'essaye de la mettre pour pas qu'il y ait trop de reflets. Les deux personnages qui se trouvent ici ont des cordes autour du cou, mais elles sont tellement lâches, les cordes, qu'à tout moment, elles pourraient faire ça et les enlever. Sauf que, puisqu'il y a une corde, alors elles pensent qu'elles ne peuvent pas la dénouer. Et ça, c'est l'inconscient, hein, comme l'éléphanteau qui grandit, etc. C'est la même chose. C'est-à-dire que si on a connu comme modèle du couple, là, tu parlais d'histoire sentimentale, par exemple, un modèle déficient, entre guillemets, de papa et maman en tant que couple, la représentation, en fait, va être celle qui est notre modèle inconscient et qu'on va reproduire inconsciemment. Donc, s'il y a eu de la trahison dans le couple des parents, on va reproduire, etc. Absolument. Le mettre en lumière par, effectivement, l'arcane, avec aussi tous les symboles, on voit pas détail par détail, c'est principe de ton enseignement, hein, mais va mettre en lumière justement ce que la personne ne peut pas trouver toute seule, et donc elle va trouver effectivement quand elle va venir en psychothérapie, en accompagnement, ou si elle a aussi ses connaissances, où justement elle va pouvoir faire travailler son inconscient de façon consciente. Absolument, absolument. Et on a parlé des codes couleurs, et effectivement, dans ces cartes, tu vas retrouver aussi des codes couleurs. C'est-à-dire que le bleu est toujours associé à l'émotionnel. Le rouge sera associé à l'action ou à la colère. C'est logique. Le vert sera associé à l'intelligence. C'est l'élément R, et généralement, le vert est source d'espoir parce qu'on va faire le projet d'eux, parce qu'on va se projeter. Et enfin, le jaune est associé au soleil, à la volonté d'agir. Alors, certaines lames vont être plus chargées d'une couleur que l'autre. Donc, elles expliqueront aussi, par le biais de ces couleurs, ce qu'elles sont en train de véhiculer. Et les couleurs, on le sait en chromothérapie, elles agissent aussi sur nous. Donc, de façon vibratoire, ces lames vont pouvoir, parce qu'elles sont à dominante bleue ou dominante rouge, interagir, même au-delà du conscient de la personne, au-delà même de ce que je vais raconter moi. Moi, je fais confiance à l'outil en lui-même parce que il a été tellement pensé et tellement incroyable que des fois, juste de le montrer, et d'ailleurs, j'ai aussi des kinésiologues qui viennent apprendre le tarot pour enrichir leur boîte à outils, tu sais, pour avoir un outil supplémentaire. Et moi, j'aime bien quand on se sert du tarot de cette façon-là. Prédire l'avenir, j'ai envie de dire... pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en même temps, l'avenir, c'est vous qui le fabriquez, par vos choix. Justement, est-ce que tu vas pouvoir nous prédire l'avenir, nous faire un tirage mystère? Oui, on peut faire un tirage. Alors, ben, c'est toujours pareil. Donc là encore, moi, je vais battre les cartes, mais en informant simplement le tarot que ce tirage est fait pour les gens qui sont là aujourd'hui avec nous sur ce webinaire, et que s'il y a des conseils que ce tarot pourrait donner à chacun pour que chacun y trouve quelque chose, eh bien, ce serait bien. Donc je vais... Comme toutes les choses, de toute façon, même ceux qui regarderont en replay, hein, tout est juste, c'est le phénomène de synchronicité. Oui, c'est ça qui est génial. Aujourd'hui, à cette heure-là, au moment où je bats les cartes, il y a quelque chose qui va servir individuellement et collectivement. Et je vais donc tirer simplement 3 cartes, parce que 3 suffisent déjà pour énoncer pas mal de choses. Ah ben voilà, je l'attendais celle-ci.
Ok. Bon, ben ça parle vraiment, vraiment alors, à grande échelle. J'espère qu'on sera vu à l'autre bout de la Terre aussi. Parce que les messages philosophiques sont très importants là. On a en premier cette carte, qui est l'amoureux. Alors, elle porte, à mon avis, pas très bien son nom. Alors, je vais te la montrer en plus grande. Voilà, elle est ici. Et je dis, elle porte pas très bien son nom parce que, quelque part, moi, souvent, je dis à mes élèves, je l'ai rebaptisé le choix, plus que l'amoureux. Alors, elle arrive en 6e position dans le jeu et elle explique ce choix. Elle dit, voilà, il y a un ange qui se trouve là-haut, symboliquement, qui est prêt à tirer une flèche. Donc ça peut être Cupidon, bien sûr, oui, il peut parler d'amour, hein, le choix peut être amoureux. Et puis on a deux personnages qui vont expliquer le choix. Il y a un choix de ce côté-là, facile, léger, court-vêtu, plutôt dans la chair, quelque chose de très sensuel. Elle dit, ce personnage, elle dit au personnage central, elle dit, viens avec moi, tu te poses aucune question, c'est facile, t'as rien besoin de penser, voilà, on va être dans quelque chose, tu verras, il n'y a aucune complication. Si le personnage qui est là choisit ce qu'il connaît déjà, qui est facile, il reçoit une flèche de plomb. Boum, je m'alourdis un petit peu plus. Si de l'autre côté, il choisit la princesse qui est là, elle a le 7e chakra ouvert avec une couronne, elle est blonde, elle est solaire, on la voit très peu, ce qui veut dire qu'on ne sait pas qui elle est réellement. Elle lui dit, écoute, moi je ne te propose pas tout ça. Par contre, là où je t'emmène vers l'évolution. Je t'emmène vers apprendre de toi-même. Donc maintenant, tu fais le choix. Donc en fait, ce choix, si il le fait de ce côté-là, il reçoit une flèche d'or. C'est pas tout à fait pareil. Donc le choix, on l'a toujours. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le choix se représentera toujours. Et qu'il faudra peut-être attendre plusieurs flèches de plomb avant de pouvoir être suffisamment lourd pour choisir enfin l'évolution. Dans le monde qu'on vit et la période où l'on est, c'est bien ça le choix. Hein. Qu'allons-nous choisir? Rester sur quelque chose d'habituel, mais qui nous alourdit progressivement de plus en plus, ou aller vers cet inconnu, mais où on risque quoi? Juste d'être mieux, peut-être, de recevoir l'or. Vous avez le choix, c'est entre vos mains. Voilà ce qui est dit. Ce choix, il parle d'un choix aussi vis-à-vis de la famille et vis-à-vis de nos devoirs et de nos responsabilités. Il est l'empereur. L'empereur crée un cadre, le cadre familial. L'empereur est l'archétype du père. Alors, je dis le père. Hein, dans le tarot, on a 3 archétypes masculins qui sont le père, le papa et le grand-père ou le père spirituel. Là, on est avec le père, celui qui cadre, celui qui crée au départ les limites. Alors, on a eu le choix de rester dans ses limites et dans ses contraintes. D'accord? Le père crée le cadre sécurisant, mais contraignant en même temps. Il est l'empereur. Il est celui qui va vouloir protéger à tout prix. Il en fait donc un devoir, mais au risque de nous enfermer. Et puis on a une 3e lame, qui est ici l'ermite, qui est donc la 2e figure paternelle, la 3e figure paternelle, celle qui est le père spirituel, et qui nous propose de trouver un nouveau sens à notre vie, en étant capable de nous servir de l'expérience. C'est-à-dire que l'ermite est dépouillé. C'est quelqu'un qui a vraiment décidé de revenir à la marche à pied. Laissons nos voitures et prenons notre bâton de pèlerin et avançons à la lumière des connaissances que nous avons déjà acquises. Il nous propose la spiritualité. Il nous propose d'avancer lentement, pas à pas, comme des aveugles dans la nuit, à la lumière de nos connaissances. Vous voyez que cette lumière est fragile, elle est abritée par la pèlerine,
un pèlerin, c'est celui qui fait le voyage, hein. Donc on est tous confrontés à faire un choix pour sortir des contraintes et pour aller pas à pas, lentement, vers cette sagesse qui est proposée. Lui, l'ermite, il nous met souvent face à nous-mêmes. D'ailleurs, quand on l'étudie, on explique avec l'ermite qu'il est important de faire la différence entre isolement et solitude. L'isolement, c'est quelque chose de pesant et de négatif. On n'est pas fait pour s'isoler. On est fait pour être en groupe, malgré tout, hein. Alors, peut-être par moment, on a besoin d'être l'ermite dans une forêt, quelque part, mais c'est un temps donné. C'est pas pour toujours. Ce serait pas ce qu'on nous demande de faire, c'est pas ça. Par contre, la solitude, il y a le mot soleil dedans. Solitude, soleil. C'est l'idée de mettre en lumière soi. Un projecteur sur soi. Voilà souvent pourquoi on a peur aussi de la solitude. C'est parce que la solitude nous reconnecte à notre inconscient. Elle nous met face à nous-mêmes. Alors, on explique là avec le tirage que nous avons le choix de faire comme d'habitude ou d'aller vers l'inconnu qui peut nous faire évoluer, de sortir des contraintes qui sont là et qui nous limitent, du cadre qui a été mis autour de nous. Alors, ça peut être le cadre familial, mais ça peut être le cadre d'une politique, d'un État. On peut le penser au sens large, hein, ça. Pour aller vers être émancipé, seul, dans la solitude positive, et être capable d'aller vers le Père spirituel, de devenir plus élevé, plus spirituel, plus dépouillé, mais avec un retour à l'essentiel, la lumière divine qui est là, hein, symboliquement, voilà en philosophie ce qu'on pourrait dire aussi. Donc le tirage, puisqu'il est censé parler au plus grand nombre, il évoque ce choix. Alors pour des gens personnels, voilà en quoi il travaille pour le collectif, mais il travaille aussi pour des gens qui sont peut-être en train de nous écouter. Choisir en amour la famille ou être seul. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de vivre un choix compliqué. Je quitte mon épouse ou ma famille ou pas. Je quitte un confort sécurisant mais qui me pèse maintenant ou pas. Voilà, je dis toujours ou pas parce que c'est vous qui décidez. C'est pas le tarot qui vous l'impose. Lui, il est juste le révélateur de quelque chose que vous n'avez pas encore forcément conscientisé. Voilà. Merci. Écoute, c'est intense. Est-ce que vous avez des questions? Bon, de poser vos questions à Jean-Marc. Pendant que vous écrivez vos questions dans le chat, donc en fait, ces enseignements, tu les transmets, bien sûr en présentiel, mais tu les transmets à distance sur un cycle d'1 an. Oui, alors c'est 9 mois exactement. Donc sur 9 mois, on va commencer généralement en septembre pour aller ensuite jusqu'au mois de mai, généralement fin mai. C'est en fait 2 heures par semaine, parce qu'il faut quand même digérer aussi hein, les infos qui sont données. Ce travail, comme une thérapie, hein, quand vous faites une thérapie classique et que vous avez par exemple votre rendez-vous avec votre psychologue toutes les semaines ou tous les 15 jours, eh bien il faut ce temps entre pour pouvoir digérer les informations. Elle vous secoue. Hein. J'ai vu des élèves quitter les cours hein, parce que on abordait un sujet qui était trop important pour eux, ils n'étaient pas prêts. Alors, il y a aussi un truc très rigolo, je vois des élèves qui ratent des cours pile sur ce qu'ils auraient besoin de travailler. Mais c'est parce que c'est pas le moment, donc c'est parfait. Alors, on fait 9 mois, on le fait en présentiel. Alors là, il y a un égrégore qui se crée dans le groupe parce que 6 personnes, voilà, il y a des échanges, des expériences différentes. Donc, c'est un peu un travail en même temps de thérapie de groupe, quelque part. Hein. L'égrégore qui se crée va être porteur, fédérateur aussi souvent, et il n'y a pas de hasard là aussi, les gens se complètent parfaitement, voilà, je fais confiance. Et puis, il y a des gens que j'ai en permanence en visio, une partie en présentiel, puis d'autres qui vont être sur mon écran. Ça fonctionne aussi à distance, c'est ça qui est incroyable. C'est que même si je fais une consultation à distance, à partir du moment où je suis dans cette neutralité, que j'explique
simplement que la synchronicité qui est demandée, c'est pour l'autre, ben ça fonctionne. Voilà. Ah, ouais. Moi C'est qui le exerce côté peut-être pratiquement que magique, à hein. distance, c'est la synchronicité, c'est surtout en fait une question de vibration. Dès l'instant où tu es connecté en fait Ouais. à la personne, voilà, ce qui est ton cas aussi, de toute façon l'énergie et les enseignements sont, Oui, oui, ou les soins sont hyper efficaces, comme la justesse du tirage est la même en bien sûr, présentiel qu'à bien sûr. distance. Et les gens qui viennent sont toujours dans cette... Quand ils viennent à ce cours, ils sont prêts généralement à faire cette quête du soi. Ils sont prêts. Et je les vois, moi... je dis, c'est pas moi, c'est le tarot qui fait ça, hein, mais parce que bon, je veux garder cette humilité. C'est moi, je livre des connaissances, mais quelqu'un d'autre peut les livrer, hein, quelqu'un qui aurait fait le même travail que moi. Bon, il livrera peut-être avec ses mots à lui, avec son expérience, mais je vois les gens se transformer. Je vois les vrais changements entre le début du parcours et la fin. Là actuellement, dans mes groupes, j'en suis à la lame numéro 20. Donc il reste deux lames avant deux arcanes encore avant de livrer les dernières informations. Hein. Mais je vois le changement qu'il y a eu déjà. Des gens qui arrivent avec voilà. Prêt pour ça, hein. Comme tu dis, Pardon. j'insiste sur le fait qu'en fait, il faut être prêt pour ça. Oui. Être prêt pour son changement parce que l'inconscient, l'inconscient va toujours aller chercher, préférer la facilité. Et avec ce qu'il connaît déjà, et il va pas vouloir apprendre, il va pas vouloir, il préfère avoir une voyance et qu'on lui dise le prochainement et la semaine prochaine, que de dire non, désolé, tu vas déjà quitter ton mari, tu vas déjà apprendre à perdre pour recevoir. C'est ce chemin d'humilité qui n'est pas facile à vivre et donc c'est le temps propre à chacun. Bien sûr. Et moi j'insiste là-dessus beaucoup avec les élèves qui viennent. Je dis, bon, je vais pas vous livrer un pouvoir, attention. Vous allez d'abord faire un travail sur vous, parce que le bon tarologue est celui qui va rien y mettre de soi, qui sera dans cette neutralité bienveillante au moment où il va tenter de guider un peu l'autre ou de l'éclairer simplement sur son questionnement. Mais vous serez là pour toujours livrer le contenu total de la lame. Vous n'allez surtout pas sélectionner. Vous n'allez pas vous raconter à vous la petite histoire qui est la projection de ce que vous souhaiteriez voir changer dans votre vie. Attention. Donc, livrez toujours le contenu total de la lame. Et la lame a toujours le positif et le négatif. Donc, c'est ça qui permet de renvoyer l'autre à son libre arbitre. En positif, voilà. En négatif, vous avez le choix. Et tes enseignements, c'est une fois par semaine, c'est ça? Oui, c'est 2 heures par semaine. 2 heures par semaine. Alors, on a 1 heure où on travaille énormément sur la description de la lame, ce qui s'y rattache psychologiquement, le contenu philosophique aussi. Et puis, on va la mettre en application dans le jeu qui est le grand jeu, donc celui dont j'ai parlé, hein, de la roue astrologique, pour le décrire dans chacune des maisons astrales. Car dans chacune des maisons, il faudra lui donner une couleur spécifique à la maison. Il va se teinter de la couleur de la maison. Si le battleur est ce début, cet élan premier avec tous les outils pour pouvoir avancer et se réaliser, alors eh bien s'il est dans la maison 2, en astrologie c'est la maison des biens matériels, eh bien ça indiquera que la personne est en train de vivre actuellement quelque chose voilà, qui est une nouveauté par rapport à son travail ou à sa façon de gagner sa vie. Et c'est bluffant parce que mes élèves au début, on fait des tirages entre nous au départ. Et puis, au bout de la 12e lame, parce que c'est à peu près la moitié du parcours initiatique, je propose aux élèves ensuite d'aller tester ces connaissances psychologiques sur des cobayes. Alors, des cobayes, attention, hein, on n'est pas dans un truc de laboratoire où on fait souffrir les animaux, loin de là. On fait venir des amis, hein, souvent des personnes qui se trouvent dans le cours. Donc, quand quelqu'un amène une personne, eh bien, les 6 autres ne la connaissent pas, généralement. Et donc, on ne connaît rien ni de la personne, ni de son histoire, et on va simplement exposer nos connaissances, le contenu. Et je te promets, ça tombe pile poil à chaque fois. Et les gens sont bluffés. Et les gens auraient tendance à croire, mais vous êtes voyant. Et les élèves comprennent bien que c'est pas de la voyance parce que ils ont le contenu des cours et ils auraient dit la même chose que moi. Donc,
il voit bien qu'il y a quelque chose qui est vraiment de ce phénomène de synchronicité et de ce phénomène de psychologie qui est capable de parler au plus grand nombre et avec les mots-clés que la personne va pouvoir en prendre exactement ce qu'elle a besoin d'entendre au moment de la consultation. La synchronicité, les synchronicités, en fait, ça lie très subtilement avec la logique et l'expérience aussi. Absolument. En fait, c'est de l'interprétation, mais c'est pas de la, enfin, ça coule de source finalement. Bien sûr, bien sûr. C'est pas de la magie. Jung, il explique comme ça. Il explique que, par exemple, voilà, tu vas faire tes courses et tu as envie de poisson. D'accord? Et tu vas traverser la route et il y a un camion qui passe avec poissonnerie dessus. C'est ça la synchronicité. Toi, tu avais dans la tête poisson et tu vois défiler un camion avec une enseigne poissonnerie. C'est ça la synchronicité. Et on la vit tous les jours, la synchronicité, mais on ne l'écoute pas forcément. On peut la voir, ouais, ouais. Moi, en hypnose, c'est ça, on étudie Jung, mais c'est tellement en fait de s'ouvrir aux synchronicités. En fait, c'est là où j'invite tout le monde à faire ce chemin par tes outils, par tous les outils d'initiés qui vont venir, qui viennent spontanément par synchronicité. Aussi. Au fur et à mesure, on se libère, mais profondément, de toute peur, parce qu'on est en permanence en sécurité de toute façon. Oui, parce que tu te rends compte que peu importe l'environnement. Tu es toujours guidé. Il y a toujours des signes pour t'indiquer la route, en gros. C'est comme des panneaux signalétiques, cette synchronicité. Et c'est ce qu'on développe avec l'étude du tarot tel que je le propose, hein, mais je restitue simplement ce qui m'a été donné. C'est qu'on développe cette capacité à être à l'écoute des signes et des symboles et avoir des possibilités d'être guidé, finalement, par cet inconscient qui lui... Alors, on peut l'appeler l'âme, l'inconscient, on peut l'appeler ce qu'on veut, hein, peu importe, mais il y a toujours quelque chose qui est capable de te guider, si tu sais faire attention aux signes. Et en ça, tu as toujours, donc, du coup, le choix d'être le maître des choses. Hein. Quand tu laisses ton... Voilà, quand les gens qui me disent « j'ai pas le choix c'est comme ça ». Non, vous avez le choix de pas choisir. C'est déjà un choix. C'est pas pareil. Pas pareil. Oui, mais je le fais pour telle et telle raison. Donc, vous savez pourquoi vous le faites, donc vous avez choisi. J'ai pas le choix je peux pas, il faut bien manger, donc je peux pas quitter mon boulot. Si, vous avez le choix. C'est un choix qui sera plus difficile parce que vous vous donnez des raisons matérielles de le garder. Mais vous pourriez choisir de le quitter. C'est juste que vous ne voulez pas le faire par peur, probablement. Donc, moi, cette lame, elle me parle beaucoup, celle de l'amoureux. C'est une de celles à chaque fois où je passe beaucoup de temps dessus parce que je pense qu'elle a encore des choses à m'enseigner à moi. Et oui, elle est vraiment d'actualité. Hein. Oui. Elle devrait nous rappeler que c'est nous qui choisissons tous les jours, pour tout. Et je vous ai mis les coordonnées de Jean-Marc, bien sûr, donc à la fois ton site internet, etc. Parce que moi, tu fais aussi donc, ces enseignements qui vont démarrer à partir de septembre. Hein, donc, si vous voulez vous inscrire, que ce soit en présentiel ou à distance. Bien sûr. Et puis des consultations individuelles, donc pour aller plus loin. Oui. Et puis, des consultations pareilles, hein, en présence et à distance. Et à distance. Alors, je vais voir un peu donc, justement vos questions. Donc, alors, pas de questions. Ce tirage est très juste. Merci pour cette présentation et ce tirage. Vous n'avez pas de questions, en fait. Tout a été clair. Bah, voilà. Écoute, alors je suis claire dans ce que je raconte. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et voilà, sinon. En tout cas, voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que l'outil du tarot n'est pas forcément au départ un outil divinatoire. Il a cette capacité à nous guider par ce phénomène de synchronicité et donc en lien avec la psychologie, et qu'il est magique en ça. C'est que les gens qui l'ont construit, et Oswald Wirtz, qui a fait celui dont je me sers, a réussi à condenser des images tellement fortes qu'elles sont capables vraiment de débloquer des choses, en fait. Écoute, encore merci pour cette présentation et ce tirage. Merci, super intéressant et très clair. Bonjour. Qui dit bonjour? Il y a quelqu'un qui dit bonjour. Encore merci. Combien coûte la formation? Je peux en parler sans aucun souci.
Alors, je vais expliquer deux, trois petites choses sur les formations qu'on propose parce que je me sens comme dans une mission, moi, de démocratiser ces outils, de les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc, volontairement, nos formations sont à 450 € pour l'année. Donc, je sais que c'est. Alors, certains me disent, tu devrais pas, tu dois faire plus cher, tu devrais si. Moi, c'est le tarif qui me paraît juste pour l'instant. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et ça permet, je pense, à pas mal de gens. On a eu pas mal de gens qui ne se seraient pas autorisés forcément et qui en ont quand même enfin, ils ont pu bénéficier de l'outil. Donc voilà, les tarifs, c'est 450 € pour l'année, 50 € par mois, grosso modo. Voilà. Ouais, c'est tout à fait raisonnable, avec des rendez-vous hebdomadaires. Oui. Alors après, c'est différent parce que je donne aussi sous forme de stage et quelquefois, je fais par exemple à Narbonne des stages qui ont lieu, il y a 4 stages par an de week-end où le tarif est plus élevé parce que c'est 12 heures d'affilée, il y a le voyage, il y a le déplacement, il y a des choses qui expliquent aussi le côté condensé des choses, voilà, c'est légèrement plus cher. Merci, c'était top comme d'habitude, dit Stéphanie. Merci, merci, c'est vraiment passionnant. Je suis intéressée par les formations à distance vu que j'habite à l'étranger. Ah, super. Elle peut se faire à distance sans aucun souci. Eh oui. Hein, j'ai des élèves qui... faut qu'on se mette d'accord avec le décalage horaire quand il y en a un, c'est tout. Bien sûr. Ouais, ouais. Mais j'ai des cours le matin, j'ai des cours des fois le soir, en après-midi aussi. Donc il y a plusieurs créneaux horaires à chaque fois qui sont proposés. Et je fais une réunion préparatoire aux inscriptions au mois de juin, le dernier lundi du mois de juin, qui a lieu à la librairie de l'Âge d'Or à Sifour. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, voilà, je transmets ensuite les informations qui auront été débattues pendant cette journée de préinscription. Souvent, on définit les horaires nouveaux, éventuellement, des fois, en fonction des gens qui sont là. Chez Arlette. Chez Arlette, absolument, chez Arlette. Merci à vous. Peut-on voir un replay des cours si on loupe l'heure? Absolument, les cours sont enregistrés. Donc là, depuis cette année, on passe par Skype. On va essayer en tout cas au maximum de passer par Skype. Et en passant par Skype, j'enregistre le cours pendant qu'on le fait en direct, si vous voulez. Et il est du coup disponible sur Skype en replay sur 1 mois. Quand on rate les cours, je donne aussi un support papier. Pour toutes les personnes ont toujours un support papier aussi qui est un résumé du cours qui a été fait. Donc vous aurez à la fois le cours en replay, on va dire via Skype, et vous aurez en plus le support papier si vous ratez des cours. Super. Bon, bah, ça fait toutes ces informations bien complètes. Et j'ai remis les coordonnées dans le chat, j'ai mis nos coordonnées. Tu es un amour. Voilà, merci, merci à toi Jean-Marc. Et on peut dire peut-être qu'on envisage quand même de faire des soins collectifs et de se servir à la fois de ce tarot et de tes compétences pour éventuellement un jour essayer de croiser nos techniques. Elles se croisent déjà naturellement après par synchronicité, voilà, au Portugal. Voilà. Il y aurait une possibilité, quelquefois, de prise en charge, de prise en charge des gens. L'outil que vous propose Jean-Marc, c'est à la fois des séances individuelles et à la fois cet accompagnement qui est une formation. À la fois, moi, vous me connaissez pour la plupart d'entre vous. Moi, j'accompagne en France ou à l'étranger, pareil, avec la magie cristalline en séance individuelle, donc pour la guérison émotionnelle, donc pour toutes ces phases que l'on passe actuellement et que vous pouvez vivre à travers un burn-out, une séparation, un divorce, ou tout simplement derrière se cache l'éveil. Voilà, donc j'accompagne ces changements, on va dire, puisque je suis passeuse d'âme. Oui. Et par la méthode Agapé, donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez, ou aussi partager, ça je vous invite vraiment et je vous remercie de partager ces enseignements qui résonnent en vous, et puis aussi de vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous plaît, parce que comme ça régulièrement, en fait, vous serez avertis des interventions qu'on fera. Il y en aura une prochainement, n'est-ce pas, Jérôme, qui m'entend sur la vidéo? Oui, il t'entend. D'ailleurs, il est en préparation de son prochain podcast. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à venir sur le site internet des Jardins de la Sérénité, www.lesjardins-de-la-sérénité.com, et vous retrouverez des podcasts, toutes les infos concernant les formations aussi et les différentes choses qu'on organise. On organise des stages aussi au Portugal. En immersion, dont un stage cet été qui est sur ce qu'on appelle l'astrodrame.
qui est une façon encore d'aborder l'astrologie différente par le biais du théâtre, des jeux de rôle et de la danse sous forme d'improvisation. C'est une technique anglaise qui permet d'intégrer les énergies planétaires et de mieux comprendre son thème en dehors même de toute connaissance astrologique. C'est fabuleux, vraiment. Un beau programme. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end, semaine à venir. Et pour ceux qui regarderont en replay, pareil, une belle semaine. À très bientôt.